Donc je vous propose qu'on essaye de définir le périmètre de l'IA en santé, qu'on explore un peu le champ applicatif et puis qu'on aborde les questions relatives à la formation des soignants, peut-être du public aussi, et puis un certain nombre de défis que je vous propose de discuter. Alors le périmètre de l'IA en santé, pour moi, l'IA, c'est, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais de quoi on parle en fait? On parle en fait de données numériques massives, donc des grandes tables de nombres, qui sont traitées par des ordinateurs pour donc des agents de traitement pour aller ensuite faire des actions. Et ces actions, c'est donc voilà, le retour, ça va être de donner une information et éventuellement, ça peut être une information sous forme de texte, ça peut être une image, ça peut être une voix, ça peut être aussi l'action d'un robot. Donc voilà les actions, voilà le schéma un petit peu général de l'intelligence artificielle en santé. Donc si on regarde les données massives, vous avez immédiatement en tête, je ne sais pas si vous faites un scanner par exemple, bah, c'est que des nombres hein, derrière un scanner. Donc ça, c'est une donnée massive qui va être traitée par un logiciel informatique. Et puis, si vous avez une représentation de la santé, vous pouvez vous dire, bon, bah, ces tables de nombres, c'est par exemple des nombres qui reflètent l'état de santé d'une population. Ça, classiquement, la santé publique, c'est des tables de nombres. L'âge d'une population, le poids, la taille, tout ça, ça fait des grandes tables avec plein de nombres. Et c'est l'approche santé publique centrée sur la cohorte, sur les cohortes. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle version des grandes tables de nombres, c'est que l'individu qu'on a en face de nous, eh bien, c'est un tableau avec plein de nombres. C'est la vision dite omique, c'est-à-dire un peu comme dans le film Matrix, je ne sais pas si vous voyez cette image, les individus sont des grandes tables de nombres et des agents informatiques, donc des programmes informatiques peuvent traiter ces nombres et on est obligé d'avoir ces solutions informatiques pour pouvoir explorer ces nombres parce que visuellement on ne peut pas, c'est tellement riche, c'est des tables de nombres, on ne peut pas les interpréter sinon. Et cette vision de l'individu qui est représentée par une grande table de nombres, c'est la transposition informatique ou à l'ère de l'IA de la relation médecin-malade. C'est-à-dire que quand on va voir un patient au lit du malade ou dans un cabinet, eh bien aujourd'hui, à l'ère de l'IA, l'individu qu'on a en face de nous est associé à beaucoup de données numériques et c'est ça aujourd'hui l'approche, on va dire, patient-centrée, omique, et qui va inclure évidemment, donc je vous ai donné l'exemple de ces images, mais on peut aussi discuter de tout un tas d'autres données numériques que je vais vous énumérer au cours de cette présentation. Par exemple, moi dans mon domaine en endocrinologie, aujourd'hui pour les personnes diabétiques, il y a des mesures continues du glucose, donc vous arrivez à votre consultation si vous avez un diabète et ce dispositif avec des nombres et des nombres qui correspondent aux glycémies depuis un certain temps. Alors, les agents de traitement, comment ça marche? On a deux grandes catégories d'agents et une troisième qui a émergé, dont vous avez beaucoup entendu parler. La première, c'est basé sur l'IA symbolique, c'est-à-dire c'est basé sur des règles logiques, c'est-à-dire que pour traiter ces nombres, des programmateurs ont mis en place des règles en disant bah, d'abord on va rechercher telle valeur, on va l'analyser, la traiter comme ça. Et ça peut être assez sophistiqué, mais ce qui est remarquable, c'est qu'on n'a pas besoin des données pour créer la solution informatique de traitement de ces données. C'est tout le champ de l'IA symbolique. Ça a été développé surtout initialement avec la programmation, notamment dans les années 80. C'était les premières générations, on va dire, de systèmes un petit peu avancés. Il y a derrière cette notion les notions de système expert. Donc en gros, c'est des solutions qui sont programmées a priori par la connaissance ou l'idée qu'on a de la connaissance relative au nombre qu'on doit traiter. Et la deuxième grande catégorie d'agents de traitement informatique, c'est des agents basés sur ce qu'on appelle l'apprentissage machine, le machine learning, c'est-à-dire qu'on a besoin d'exemples de nombres pour entraîner l'agent informatique qui va ensuite pouvoir traiter ces données. Et c'est un champ assez large, hein, le machine learning, l'apprentissage machine, parce qu'il contient initialement des approches statistiques assez classiques. Par exemple, je vous donne un exemple qu'on peut tous comprendre, c'est la régression linéaire. Si par exemple, vous êtes dans une approche de santé publique, vous regardez la taille et le poids de la population des enfants. Vous aurez un axe sur l'axe des X, l'âge, en Y, le poids. Vous allez avoir une courbe de points, un nuage de points qui va vers le haut. Et ce nuage de points peut vous permettre de créer un modèle, une droite,
qui représente le lien entre l'âge et le poids. Et cette droite, elle est formée à partir des données. Mais une fois que vous avez cette droite, si on vous donne un âge, vous pouvez prédire un poids. D'accord? C'est ça le machine learning, sur la version d'apprentissage statistique. Et évidemment, je vous ai donné l'exemple le plus simple, qui est la régression linéaire avec une seule variable. Et la régression, elle peut être en fait avec 1 million de variables, ou avec un nombre, voilà, aujourd'hui avec des milliards de variables, et elle n'est pas forcément linéaire. Et donc aujourd'hui, ces outils d'approche statistique, enfin de machine learning sur la modélisation statistique sont très très avancés et restent de loin, enfin le gros des outils de machine learning. Et puis parallèlement à ça, sont arrivées des solutions basées sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones. On va en parler juste après, qui sont une nouvelle génération et qui sont typiquement non linéaires. Et en gros, c'est des solutions qui sont extrêmement performantes sur l'apprentissage d'exemples. Vous prenez sur Internet toutes les photos, enfin 1000 photos de chats, 1000 photos de chiens, vous donnez à votre réseau de neurones artificiels les exemples en disant ça c'est un chat, d'accord, ça c'est un chat, ça c'est un chien, ok, d'accord, ça c'est un chien. Puis après, vous arrivez avec une nouvelle image qui est un chat ou un chien, et vous le mettez dans le système, il va vous dire ah, ça, je crois que c'est un chat. Et il se trompe très peu. Et comment ça marche? Surtout, pourquoi le modèle que je vous ai donné avant, basé sur des approches statistiques, ne peut pas fonctionner? C'est que le chat, il peut être dans toutes les positions, debout, couché, il peut être blanc, noir, il peut être petit, gros. Eh bien, les systèmes de réseaux de neurones absorbent tout ça. Et là où on n'arriverait pas de façon exhaustive à représenter toutes les variations possibles de comment pourrait être un chat sur une image. Et c'est là où les réseaux de neurones sont extrêmement puissants. Après, c'est beaucoup plus exigeant en termes de, on va dire, de ressources et de mise en œuvre. Hein. Et donc, si on plonge dans le monde de l'apprentissage, donc machine, je vous ai parlé donc des régressions. Il y a d'autres stratégies d'approche statistique basées sur des arbres de décision. Par exemple, on ne va pas passer trop de temps là-dessus parce que c'est un peu technique, mais si par exemple vous avez un arbre décisionnel, d'abord je regarde ça, ensuite il y a ci, je regarde ça, etc. Donc ça c'est un arbre décisionnel où chaque branche peut être considérée comme une variable, c'est-à-dire comme des valeurs possibles. Et ces valeurs, on les a hiérarchisées. D'abord je regarde ça, puis je regarde ça. Bon, et pourquoi on les a hiérarchisées comme ça? On peut peut-être les hiérarchiser à l'envers ou dans tous les sens. Et donc, les stratégies basées sur les arbres, c'est des stratégies où finalement, on demande à la machine de tout classer dans tous les sens possibles et de voir ce qui marche le mieux sur des exemples. Et c'est la forêt aléatoire et la forêt des arbres. Et donc, ça se comprend bien intuitivement. Hein. Et donc, celle qui marche le mieux sur notre jeu de données, ben, on va la garder comme l'arbre décisionnel qui va nous servir à traiter les données suivantes. Voilà, ça, c'est les approches aussi de modélisation qui ne sont pas basées sur les réseaux de neurones. Donc, les réseaux de neurones, vous savez, un neurone, c'est une cellule qui reçoit des influx de plein d'autres cellules, de plein d'autres neurones. Et si cette stimulation dépasse un certain seuil, ce même neurone s'active et va lui-même activer d'autres neurones dans un réseau. Et donc la modélisation est très simple. Hein. Vous avez des cellules qui sont en fait des valeurs qui sont en fait, quand je vous disais qu'on a plein de valeurs numériques, donc ces valeurs numériques, ça va être l'entrée d'un réseau qui va être pondéré par des poids. Ces poids vont tous être additionnés dans un neurone cible. Et si la somme des poids fois la valeur qu'il y a au départ dépasse un certain seuil, ce neurone va s'activer et il va ensuite lui-même être une entrée avec un poids sur une autre couche de neurones. Donc ça s'organise en couches. Là, vous avez la couche d'entrée. Et puis ça, c'est un exemple de réseau encodeur. Imaginez que vous avez des nombres. Ces nombres-là, vous voyez, sur cette image, on voit bien que c'est des pixels, des points. Et ces points, on peut dire qu'ils sont noirs ou blancs, 0 ou 1, pour faire simple. Donc il y a deux dimensions, hein, sur le 4, là, vous voyez, il y a deux dimensions. Eh bien, vous pouvez très bien dire, je vais prendre premier bâton, deuxième bâton, troisième bâton, je vais tous les aligner en une seule dimension, de 0 et de 1. Vous voyez le truc? Et donc ces 0 et 1, vous allez les mettre à l'entrée de ce réseau de neurones. Chaque neurone a un poids et chaque neurone est relié à tous les neurones de la couche suivante avec un poids. Et donc selon le 0 ou 1, fois le poids qu'il y a, ça va activer plus ou moins
le neurone suivant, mais plus on avance, moins il y a de neurones, et puis après, c'est ce qu'on appelle l'encodage, et puis après, ça va se réouvrir, c'est ce qu'on va appeler le décodage. Et alors, comment ça marche? On va donner des milliers d'exemples. Au départ, les poids sont complètement au hasard dans ce modèle, et puis on va faire une entrée avec plein d'exemples de chiffres manuscrits, et on va lui dire, tiens, voilà, là, je te présente un 4 manuscrit, donc là, comment tu l'encodes? Il va l'encoder et il va donner une valeur, on va dire au départ, et on lui donne 10 possibilités de 0 à 9. Il va dire au hasard 8. On va dire non, 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 là c'était 4. D'accord, c'est 4. Alors donc il va prendre la valeur 4 et mathématiquement il va modifier les poids pour que quand on rentre cette donnée, ça donne 4. Vous voyez l'idée? On recommence. 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 1 milliard de fois. Et à force de refaire ça, on lui présente un nombre, il devine ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, je fais vraiment très simplifié, hein, dans la partie centrale, l'encodage, il arrive à avoir une représentation de ce que c'est qu'un chiffre, ce modèle. C'est-à-dire qu'ensuite, peu importe comment il est écrit, mal écrit, bien écrit, il arrive à l'encoder. Et le décodage, c'est le processus inverse, parce que ça, c'est complètement ésotérique, pas accessible à l'humain. Et donc, donc ensuite, il va choisir un chemin inverse, inspiré du chemin d'aller, pour ensuite redécoder ce qu'il a encodé. Et donc ça permet, par exemple, ce réseau encodeur permet de nettoyer le bruit. C'est un des premiers modèles qu'avait utilisé La Poste pour traiter les codes postaux, qui étaient manuscrits, et quand c'est moi qui écris, je vous assure, c'est mal écrit. Et donc le courrier arrive quand même grâce à ce type de système. D'accord? Donc vous voyez que ce réseau, il a appris, et il a pu, ça c'est la première chose, il a pu apprendre, et puis il a pu encoder, c'est-à-dire avoir une représentation de ce que c'était que les chiffres. D'accord? Représentation de ce que c'est que les chiffres. Je vous ai dit tout à l'heure le chat, le chien, on peut avoir une représentation dans ces modèles-là de ce que c'est qu'un chat ou un chien. Représentation de ce que c'est qu'une maladie, représentation de ce que c'est qu'un patient. Et là, c'est très très puissant parce qu'il n'y a pas de limite. Là, je vous montre un petit réseau, mais imaginez un réseau avec 1 million ou 1 milliard d'entrées, avec des milliers de couches. Voilà, et c'est ça la technologie qui est aujourd'hui à la base des réseaux de neurones et qui n'est pas accessible en termes d'explication comme on peut expliquer une régression linéaire, mais qui est redoutablement efficace dès lors qu'on lui donne à manger beaucoup d'exemples. Et donc ça, c'est la base d'un réseau de neurones. Il y a pas mal de technologies qui se sont greffées là-dessus, comme ce qu'on appelle la convolution. C'est des sortes de filtres pour traiter les images, et les réseaux de neurones font très bien ça. Je vais aller assez vite parce que tout n'est pas forcément important. Et puis, je vais vous amener jusqu'à ChatGPT avec ces technologies. Comment on y va? Eh bien, en fait, imaginez qu'on utilise ces réseaux pour deviner des mots dans un texte. Vous enlevez un mot, une fille joue à la poupée. Vous enlevez là. Et vous dites au réseau, devine. Il va dire d'abord pneumatique. Non, il fallait là. D'accord. Alors, pneumatique, là, c'est pas pareil. Donc, pour trouver là, je vais modifier les poids pour que ça me sorte là, quand on me ressort ce texte, qui était l'entrée, avec le trou qu'il fallait que je devine. Voilà. Et l'avantage d'un texte, c'est qu'il y a plein de façons de faire des trous. C'est-à-dire qu'on peut le faire des milliards de fois, même sur un petit texte. Et donc, quand vous prenez tout Internet, vous allez apprendre énormément à des réseaux très complexes. C'est ça l'apprentissage de ChatGPT. D'accord? Et comment un texte, un mot, peut être un nombre? Par ce qu'on appelle de la vectorisation. C'est-à-dire qu'associé à chaque mot, pour faire simple, ce n'est pas exactement les mots, mais c'est des morceaux de mots, vous avez 10 000 nombres à chaque mot. Voilà. Et donc, l'entrée d'un mot, c'est 10 000 valeurs. Et le mot à deviner. Et ces 10 000 valeurs, en fait, le réseau va greffer sur des combinaisons de certaines de ces valeurs associées à un mot la représentation de ce que c'est d'abord un article en grammaire. Dans poupée, il manquait là. C'est un déterminant. Et le genre, là, c'est féminin. Ça va être aussi encodé. Vous voyez, dans la partie réduite du réseau, ça va être aussi représenté dans cet univers de nombres et au cœur du réseau. Et puis après, on va retourner avec ce même exemple et on va enlever poupée. Et on va dire à la machine, devine poupée. Ah, au départ, il va remettre pneumatique. On va lui dire non, là c'était poupée. Et donc, à nouveau, genre, le fait que c'est un nom, donc la structure grammaticale va être encodée. Et puis après, il va y avoir une dimension un peu sémantique. C'est-à-dire que fille, poupée.
c'est le domaine de l'enfance et du jouet. Ça va être représenté, ça va être encodé. Et puis après, vous pouvez enlever des morceaux de phrases. Puis après, des paragraphes. Napoléon a, et puis paf, c'est l'histoire. Vous allez encoder l'histoire. Et donc ces modèles-là encodent tout. Ils ont une représentation de la structure du langage, c'est ce qui leur permet d'échanger avec nous de façon assez naturelle, comment le langage est construit, mais aussi de la connaissance, puisqu'ils ont appris sur des textes qui représentaient la connaissance. Donc ce cœur du réseau, ici, qui encode la représentation, là avec que 2 neurones, c'est ridicule, évidemment, c'est rien du tout, mais ces grands modèles de langue, les LLM, ont encodé sur des portions centrales de leur cœur qui sont très grosses, toute la connaissance des humains, la façon de parler, telle qu'elle est disponible sur Wikipédia, sur Internet. Donc la connaissance des humains, la façon de parler, et du coup peuvent échanger avec nous de façon très pointue. Qui programme ça? En fait, le modèle et les architectures de modèles sont programmées par des grandes compagnies. Aujourd'hui, les leaders mondiaux, ben, vous savez tous comme moi, hein, c'est Google, OpenAI, c'est ces grandes compagnies qui ont des infrastructures informatiques incroyablement puissantes pour le coder. Et après, ben, ils pompent Internet pour soumettre dans des phases d'apprentissage des entrées de texte avec le texte attendu. Et puis, ça fait travailler, et tout ça est automatisé évidemment, c'est-à-dire qu'il y a des programmes qui soumettent le texte au réseau. Et donc ça se reproduit à des échelles énormes qu'on ne peut même pas imaginer tellement c'est des grands nombres, jusqu'à ce que les réseaux soient formés. Mais quand ils ont une compétence pour prédire correctement la connaissance, eh bien, ils commencent à avoir une certaine, 10 000 guillemets, réflexion. C'est un sujet quasiment philosophique, est-ce qu'ils sont intelligents ou pas? En tout cas, ils sont capables de faire beaucoup de choses d'un point de vue opérationnel. Et cet apprentissage qui est assez fascinant, c'est que si vous avez entraîné un modèle de type LLM sur un grand environnement de connaissances comme tout le contenu d'Internet, vous imaginez, hein, eh bien, si ensuite vous faites un petit surapprentissage sur des photos d'anapathie, d'histologie, de tumeur, vous dites, bon, maintenant que tu as appris, je vais te faire réapprendre autre chose. Tu vois, ça c'est une image de cancer, ça c'est une image, c'est pas un cancer. Ok, 1000 exemples. Eh bien après, il va tout de suite fonctionner. C'est-à-dire que sa connaissance globale de la connaissance des humains est transposable à plein de champs applicatifs qu'on n'imagine même pas au départ. Et ça, c'est le concept de modèle, de foundation model, de modèle fondateur, c'est-à-dire quand on atteint un certain niveau de connaissance, il y a une expertise qui est un peu tout terrain et qu'on peut sur-entraîner sur des tâches qui n'ont rien à voir au départ, parce que vous allez me dire quel est le lien avec les mots à trous là dont je vous ai parlé au départ et l'image. Ben ça marche, ça marche. Donc c'est assez bluffant, c'est assez puissant et surtout personne n'a la capacité aujourd'hui de prédire ce que ça va donner. C'est-à-dire ça va très loin techniquement. Voilà, donc il y a différentes technologies qui ont été, de briques technologiques qui ont été mises en œuvre pour que ça tourne. Alors on va revenir, après ce petit focus technique sur qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones, comment les machines ensuite vont aller interférer avec les humains. Donc c'est les interfaces, ça c'est vraiment un enjeu majeur. Il y a des capteurs et des effecteurs, donc les capteurs ça peut être des micros, vous parlez aujourd'hui à une machine, bah, elle comprend parfaitement, enfin elle comprend, elle est tout à fait capable de retranscrire ce que vous dites, et si vous greffez là-dessus un LLM, et que vous posez une question, elle va être traitée. Je pense que vous avez essayé ChatGPT ou Copilot et tout ça, c'est absolument bluffant. Et donc là, aujourd'hui, vous pouvez même parler et la machine va traiter. Donc les capteurs sonores, caméras, aujourd'hui, si on vous filme, ces modèles peuvent aussi traiter l'image et comprendre ce qui se passe, entre guillemets comprendre. Il y a des capteurs mécaniques, et puis après en santé, il va y avoir les sondes, les cathéters. Donc par exemple, si vous avez une mesure continue de glucose, vous avez un petit dispositif sous la peau qui sent la glycémie et qui va numériser tout ça. Et puis ça va jusqu'au rêve, entre guillemets, de Elon Musk, de la puce Neuralink, entre guillemets, d'avoir directement un capteur dans votre cerveau qui est greffé, avec l'idée d'hybridation de l'humain avec la machine. Donc ça, c'est techniquement plus de la science-fiction, mais éthiquement et humainement, je pense que c'est quand même un sujet un peu compliqué. Et les effecteurs, donc ça va être la voix, l'image, des actions mécaniques, et puis ça peut être aussi des dispositifs comme un robot qui injecte. Et pour reprendre mon exemple du diabète, aujourd'hui, il y a des boucles fermées
où il y a la mesure continue du glucose, et puis une pompe qui est réglée directement par l'information de la glycémie pour régler l'injection d'insuline. Et c'est une révolution dans le domaine de la diabétologie. Donc c'est un exemple d'interface homme-machine avec un capteur et un effecteur particulier. Alors quand on pense IA santé, il faut penser technique. On a parlé un peu de technique. On parlera après beaucoup santé. Mais il faut aussi parler du cadre technico-réglementaire. Est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut? La réponse est bien sûr non. Et les cadres principaux sont le cadre du RGPD et de l'AI Act, qui sont deux dispositifs réglementaires qu'on ne peut pas ignorer quand on est dans le domaine de la santé aujourd'hui, puisque tout devient numérique et qui s'applique au numérique en général. Je vais très rapidement vous donner les informations clés. C'est d'abord pour le RGPD, il faut informer. Quiconque utilise un dispositif doit être informé que ces données sont collectées, que ces données sont traitées. Et l'AI Act va plus loin, c'est si on utilise à un moment donné un robot pour traiter l'information, le patient, si on est en santé, doit être informé qu'il y a le recours à un robot. C'est un peu théorique en fait. On a la possibilité de refuser. Ça, c'est fondamental au RGPD. Je m'oppose à ce que mes données soient utilisées. Et si je le dis, ça doit être effectif. Ça, c'est le RGPD. Et puis après, dans les AI Act, il y a en plus les notions de risque, de niveau de risque. C'est pas la même chose de parler, je ne sais pas, de recettes de cuisine et de ces données de génétique. C'est pas tout à fait les mêmes risques. Et donc, quand on est dans l'IA, quand on a recours à des machines, on doit quantifier le risque et tout ce qui est relatif à la santé, quasiment systématiquement, est dans le risque le plus élevé. Voilà. C'est acté et construit comme ça. Alors là où c'est un petit peu théorique, c'est que c'est présenté comme tout ou rien. Et ça, je pense que c'est faux. C'est-à-dire, imaginez, vous allez vous faire une prise de sang dans l'hôpital où je travaille, vos tubes sont partis, un humain les a mis dans une machine, dans un pneumatique qui arrive dans un grand centre de tri. Et là, le tube, il va suivre un chemin, c'est absolument... Je vous parlais de forêt aléatoire, là, conceptuelle, statistique. Là, c'est une forêt de robots qui prennent les tubes, qui les ventilent. Donc ça, c'est de la biochimie, ça va là. Tout est automatisé, une chaîne robotisée, voilà. Et donc, il y a de l'IA partout. Donc, est-ce qu'on va vous demander votre consentement quand vous faites faire une prise de sang pour savoir si vous êtes d'accord qu'il y ait de l'IA qui gère le trajet de votre tube de sang? Attendez, je suis malade, là, je suis venu pour me faire soigner. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, cette vision, elle donne un esprit, mais dès qu'on va dans les faits, on voit que ce n'est pas applicable. C'est-à-dire que ce n'est pas tout ou rien. On peut avoir une petite couche d'IA à un endroit d'un processus qui est globalement complexe, et voilà. Et comme l'IA est partout, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. L'autre chose, je ne veux pas qu'on utilise mes données. À l'époque du RGPD, avant les LLM, ben, ok, tu veux pas qu'on utilise ces données, donc on les prend, on les enlève. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste la règle. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un hôpital, tout est numérisé, entre guillemets, beaucoup de choses sont numérisées. Si vous dites, je veux pas qu'on utilise mes données, pour ci ou pour ça, eh bien, dans tel ou tel cadre, vos données seront enlevées. C'est effectif. Mais le réseau de neurones, là, je vous ai montré le concept d'encodage. Je vous ai expliqué, avec des mots assez simples, que l'encodage donne une sorte de compétence pour traiter la donnée. Mais il ne fait pas que ça. L'encodage a retenu toutes les données. C'est-à-dire que tout est encodé. Et de cet encodage, il y a la combinaison à la fois de la connaissance et du savoir-faire, de la technique. Voilà. Comment on enlève? Ah ben non, mais en fait, moi, je ne veux pas. Est-ce qu'on va aller désamorcer les LLM qui ont utilisé à un moment donné certaines de vos données en disant, ben non, il faut interdire le LLM. Ce n'est pas faisable. Voilà. Donc ça veut dire que tout ce qui sort, et c'est un peu un des drames des jeunes aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ce qui sort versus l'époque où on faisait des bêtises écrites et ça partait à la poubelle, où on allait au café, on disait des bêtises et ça sortait pas du café. Aujourd'hui, tout reste. Voilà, ça c'est une nouveauté qu'il faut bien avoir en tête. Donc ça veut dire qu'il faut bien réfléchir quand on sort des choses. Et pour les plus vieux, on va pouvoir gérer. Pour les jeunes, je pense que c'est un vrai sujet. On n'a plus le droit d'être bête. Et ça, c'est un peu difficile. Et donc, pour la santé, il faut vraiment, vraiment réfléchir. Quand on s'épanche, par exemple, sur les réseaux sociaux, à donner des informations de santé, tout est capté. Voilà. Et donc, on ne peut pas savoir l'usage qui sera fait ensuite, et notamment, aussi dans cet état d'esprit, un autre élément de réflexion important, c'est les notions de chaînage.
C'est-à-dire que 3 informations anodines par-ci, 3 informations anodines par-là, vous le voyez bien avec Google, tapez votre nom. Si vous ne vous appelez pas Caroline Martin, parce que là vous êtes safe, il y en a tellement qu'on ne peut pas chaîner. Si vous avez un nom un peu générique, on sait où vous habitez, on sait que vous avez gagné la course de la compétition en sac de pommes de terre, que vous avez publié un article, que machin. Si vous mettez tout ça, on a votre CV. Est-ce que vous avez donné votre CV public? Non. C'est le chaînage, concept de chaînage. Donc si vous avez 2, 3 variables qui font le pont entre 2, 3 collections de variables, eh bien, on peut relier tout. Voilà. Et ça, le RGPD traitait bien ça avant les LLM, mais depuis les LLM, on est sur une autre génération. C'est-à-dire que je pense que... voilà. Alors, comment on peut compenser ça? Sur l'IA et la régulation, il y a le concept de garantie humaine qui est là, c'est-à-dire l'idée d'imposer que tout dispositif soit associé à un collège d'experts humains qui évalue globalement le fait qu'on n'ait pas dévoyé l'utilisation de l'outil, que ses conséquences ne soient pas désastreuses, etc. C'est-à-dire que depuis la fabrication d'un outil comportant de l'IA jusqu'à toute sa durée de vie, il y ait une supervision humaine de l'outil. Parce que vous voyez que c'est un sujet éminemment complexe et divers. Hein. Là, je vous ai juste cité toutes les parties prenantes autour de l'IA en santé. Ça pétarade dans tous les sens. Il y a l'industrie, il y a les soignants, il y a les universités, les startups. Voilà. Et peu importe. Et si vous revenez à une question simple, vous attendez quoi de l'IA? Vous en tant que patient, moi en tant que patient, moi en tant que professionnel de santé, moi en tant qu'industriel, moi en tant qu'institution. Bah, juste sans aller répondre à ces questions, vous voyez que les attentes sont complètement différentes. On n'a pas du tout les mêmes buts. Et donc c'est un monde assez complexe, hein, l'IA en santé, qu'on peut représenter un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA en santé, c'est d'abord de la santé. Toute la partie, le reste du topo, on va parler de ça, de l'applicatif en santé, mais c'est de la data science. Alors, on imagine que, en gros, pour faire de l'IA en santé, il faut être un ingénieur de très haut niveau pour comprendre les réseaux de neurones, mais je crois, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les moteurs sont tellement puissants, et dans tous les domaines, que ce qui est limitant, c'est pas du tout le moteur. C'est la capacité de mettre, parce que c'est des moteurs de Ferrari, V12, machin, c'est d'arriver à les insérer dans la 2 chevaux, c'est-à-dire dans notre voiture au quotidien. Comment ce gros moteur, on arrive à le mettre? Voilà. Et donc la partie tech, elle est assez marginale en fait dans ces problématiques. Il y a la vraie problématique se situe dans l'interfaçage avec les environnements complexes métiers. Et ce que je dis, c'est pas propre à la santé, c'est vrai dans tous les métiers. C'est-à-dire comment vous faites rentrer dans un poste de soins ChatGPT. Eh ben, c'est pas trivial. Pourquoi? Parce que quand vous êtes ingénieur, vous dites bah, c'est facile, tu télécharges le code. Et puis quand vous êtes soignant, vous dites ah oui, d'accord, mais l'ordi dans le poste de soins, il marche pas. Vous l'allumez, il ne s'allume pas. Parce que ça, c'est la vraie vie. Dans la vraie vie, l'ordi ne s'allume pas. On fait comment? Ah bon, on s'énerve, oui. Et puis après, on prend une autre machine. Bref. Et puis après, vous dites télécharger. Ah oui, mais non, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas le droit de sortir, d'aller sur Internet depuis ce poste. Ou le réseau est en panne. Voilà. Eh bien, tout ça, je vous donne des exemples triviaux, mais qui montrent le monde qu'il y a, l'écart qu'il y a entre la vision un peu théorique et la réalité pratique qui est complètement sur un autre registre. Et interfacer ces deux, c'est là où se situe le challenge, enfin le défi principal pour l'adoption, l'encadrement et le développement de ces technologies. Et donc ça c'est voilà, donc la partie data science, les outils aujourd'hui qu'on a sur étagère, même publics, hein, même open source, sont tellement puissants que c'est pas limitant pour 99,9999% du champ applicatif en santé. Ensuite, même si dans les médias, on nous présente toujours le 0,0001% de la performance toujours au-dessus, parce que derrière ça, il y a l'enjeu du pouvoir, entre guillemets, de la domination, l'idée que celui qui aura l'arme, c'est en gros une guerre froide bis, quoi, c'est-à-dire c'est la course à l'armement. Mais pour nous, dans le champ applicatif, c'est pas notre sujet. Et ensuite, évidemment, une troisième jambe qui est technique, réglementaire, mais aussi entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager de solution s'il n'y a pas qui va payer. Qui va payer. Et vous voyez bien aujourd'hui que c'est un sujet où les gens commencent à réfléchir, effectivement, c'est pas gratuit tout ça. On ne peut pas travailler dans ces disciplines sans avoir cette réflexion. Et puis il y a une autre jambe qui est émergente aujourd'hui, qui est la population, avec ce que moi j'appelle l'automédecine, c'est-à-dire le fait, on va en reparler un petit peu après, le fait qu'aujourd'hui de plus en plus de personnes en fait chantent le système de santé, utilisent directement ChatGPT pour se soigner. Voilà. Et ça, le champ applicatif est large,
c'est toute la paggravologie, donc j'ai mal à la gorge, voilà, et puis toute la psychiatrie, c'est-à-dire enfin une grande partie de la psychiatrie. Aujourd'hui, je crois que les chiffres ne sont pas officiels, parce qu'ils seraient embêtants, mais c'est de l'ordre de... Le chiffre que j'ai vu, c'est que je crois que c'est de l'ordre du pourcent où il y a des idées suicidaires dans des échanges avec ChatGPT, et c'est de l'ordre de quelques dizaines de pourcents la proportion d'échanges relatifs à la santé mentale. Donc je vais pas bien, je parle à la machine. Donc ça, c'est des choses qui font réfléchir parce que c'est en dehors de toute notre réflexion de professionnels et en dehors de tout encadrement autre que le bon vouloir, entre guillemets, des fabricants de ces solutions, c'est-à-dire des GAFAM. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique qui n'est pas encore bien saisi et qu'on peut quand même appréhender par rapport à la catastrophe des réseaux sociaux qui n'a pas été gérée et qui n'est toujours pas. C'est-à-dire, on voit que ça a des impacts sur une élection, sur le développement des jeunes, voilà. Et bien là, il en est de même avec de ces outils avec la santé, notamment donc dans ce versant des personnes qui vont plus voir les soignants. Le champ applicatif. Alors, on va revenir plus basique sur de la techno en version bien compréhensible. Aujourd'hui, computer vision, c'est le domaine donc du chat-chien avec des réseaux de neurones. Dites-vous bien que tout ce que vous voyez, une machine peut le voir et le traiter. Même, ah, ils ont l'air intéressés. Oh, ils ont l'air complètement endormis. Ah, ils ont l'air heureux, ils ont l'air énervés, avoir l'air. Une machine le fait très bien. Aujourd'hui, une coloscopie en temps réel, tiens, là, il y a un polype, ça a l'air d'être un cancer. C'est ce qu'a dit le gastro-entérologue. Non, c'est ce qu'a dit la machine qui traite en temps réel l'image. Donc ça, c'est la computer vision, c'est utile pour l'imagerie médicale, mais tout ce qui est vision. Quand vous rentrez dans un cabinet médical ou voir un soignant, l'aspect de la personne, c'est 80% ou 90% du job. Si quelqu'un va très mal, ça se voit. Voilà, et ben, tout ce que vous voyez, la machine peut le traiter. C'est-à-dire qu'on peut transposer ça en nombres et avec des nombres qui vont être traités. Le NLP, c'est le langage, donc ça on en a parlé. L'IA générative, on en a parlé. Les molécularomiques, ça c'est un peu un des deux. Je fais de la recherche entre autres là-dessus. Aujourd'hui, vous avez une tumeur, on va générer 1 millier, 1 million, 1 milliard de mesures dessus. La séquence de la tumeur par rapport au génome, l'expression de tous les gènes, etc. Et ça permet d'identifier des sous-types très spéciaux, de prédire des traitements, de prédire le pronostic. Et ça, c'est l'approche dite omique. Mais encore une fois, ça s'est développé en biologie moléculaire parce qu'on est capable de séquencer ou de mesurer l'expression de tous les gènes. Mais l'approche omique, encore une fois, il faut la généraliser, à mon avis, à la transposition de la relation médecin-malade. C'est-à-dire tout est omique, en fait. C'est-à-dire que quand on arrive, non pas avec des mesures moléculaires, mais de mesures continues de glucose, bah, encore une donnée omique. Quand on arrive avec des enregistrements massifs de ce qu'on veut, qui est relatif à la vie d'un individu et qu'on va le traiter pour la santé, c'est de l'omique. Ensuite, la robotique et la réalité augmentée, c'est un champ aussi très important pour la chirurgie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme dans les voitures, certaines voitures, là, vous avez sur votre pare-brise en surimpression la vitesse et tout ça. Voilà, les chirurgiens peuvent avoir ça aussi. Et puis, la robotique, c'est les grandes nouveautés, c'est les gestes interdits. C'est-à-dire que les chirurgiens peuvent faire via des machines des gestes que eux ne pouvaient pas faire avec des instruments classiques. Par exemple, une pince qui va aller retourner à 180 degrés pour aller juste derrière le petit trou, attaquer en arrière. Ça, mais il n'y a qu'un robot qui peut faire ça. Une articulation à l'envers. Et les robots peuvent aussi permettre d'opérer à distance, de mettre des limites aussi. Ah non, là, tu vas pas. Non, non, moi, je refuse, tu vas pas. Parce que là, il y a un danger, il y a l'artère. Aujourd'hui, on n'a pas démontré le bénéfice de la chirurgie robotisée, mais il y a cette intuition de quasiment tous les chirurgiens, notamment des jeunes, qu'on ne peut pas se développer professionnellement sans faire du robot. Parce que c'est clairement la chirurgie de demain. Et donc aujourd'hui, on est à un stade où on commence à avoir un petit peu de bénéfices qui arrivent, mais on est en chemin, sur une pente qui est comme ça. Donc sans être un grand de 1, dans quelques années, le chirurgien manuel, dans tout un tas d'applications chirurgicales, sera dépassé. Voilà. Oui, aussi, on va en parler un petit peu après, mais oui, bien sûr, c'est le prix Nobel d'il y a 2 ans. Vous savez, je vous ai dit texte à trous, là, on enlève un trou. Eh bien, chez Google, ils ont fait ça sur la prédiction de la structure des protéines. C'est-à-dire que ce qu'ils ont donné à apprendre, c'est, tiens, voilà la séquence de la protéine. Donc là, lysine, arginine, voilà, les peptides. Et puis, ils disent, voilà, ça c'est la protéine, sa séquence, ça, c'est sa forme. Tiens, ça c'est sa séquence, ça c'est sa forme, ça c'est sa séquence, ça c'est sa forme. Voilà. Et ils ont réussi à faire apprendre à un LLM
à prédire la forme, la structure d'une protéine à partir de sa séquence, et ça marche hyper bien, et ça s'appelle AlphaFold, et ça a complètement changé la biologie structurale, notamment le monde du design des médicaments. Puisque avant, il fallait faire des expériences, maintenant, c'est les machines qui disent, bon bah là, si tu veux une molécule qui va s'agripper sur telle molécule qui a telle forme, voilà la séquence qu'il faut. Et ça va se plier comme ça. Et ça fait un prix Nobel de chimie. Voilà, donc le texte à trous avec la poupée, ça marche aussi avec des structures, ça marche aussi avec du son, ça marche aussi avec de l'image. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les trous, les machines apprennent tout. Et une des connaissances d'ailleurs qui moi, dans la génétique, vous savez, là je vous ai parlé de la séquence des peptides, mais ATCG, c'est les 4 bases. On a 3 milliards de bases. Ben, on va lui faire apprendre. Là, je t'enlève le T, devine c'était quelle base. Bon, là, je t'ai enlevé ATG A, devine c'était quel trou. Ben, la machine va apprendre. Et qu'est-ce qu'elle va encoder? Le secret du vivant. Le secret du génome. Et donc, ça, c'est en cours. Ça, c'est en cours. Et c'est-à-dire que le premier champ applicatif qui a été rapporté de ce type d'apprentissage, c'est de prédire si, quand il y a une variation à un endroit du génome, on ne sait pas si c'est une maladie ou si c'est grave ou pas, ben, les machines commencent à le dire. Là. Ah non, non, là, c'est pas grave, c'est bon. Après, en plus, on a la possibilité d'éditer techniquement, c'est-à-dire copier-coller, couper dans le génome, mais pas à l'échelle de toutes les cellules. Alors, tout ça, effectivement, ça donne le tournis. Hein. Après, il faudra voir où ça nous mène, hein, mais c'est clairement des révolutions. Alors, je vais avancer un petit peu, juste pour vous montrer, ça c'est ma discipline, l'endocrino. Donc, il y a, je vous dis, computer vision, la robotique, etc. Et là, il y a les différents domaines, l'hypophyse, la thyroïde, la surrénale. Et donc, je me suis dit, je vais faire ce tableau pour voir où est-ce qu'il y a eu des développements en IA. Et évidemment, il y a la boucle fermée dont je vous ai parlé en diabéto. Ce que je veux vous montrer là, c'est que c'est totalement imprévisible. C'est-à-dire personne ne peut vous dire « Ah oui, non, non, mais là, dans cette case-là, c'est-à-dire le NLP appliqué à l'aspect cardiovasculaire des tumeurs, c'est là où il va y avoir le truc qui va complètement changer la donne demain. » Personne ne peut le dire. Pourquoi? Parce que pour qu'une solution d'IA prenne, il faut 2 ingrédients, lesquels? Progrès et faisable. Faisabilité, c'est-à-dire que ce soit pas trop cher, pas trop délirant, pas trop loin de ce qu'on est déjà capable de faire. Et donc ces 2 ingrédients combinés, on est incapable de prédire dans quel endroit, notamment la partie progrès, parce que c'est du domaine de la recherche, dans quel endroit ça va marcher. Et la boucle fermée du diabète illustre très bien ce concept. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui n'était pas connu, c'était est-ce que si une machine, juste sur l'insuline, elle règle de façon optimale, avec un décalage de 10 secondes ou 20 secondes par rapport à ce qui se passe dans le corps, est-ce que ça va améliorer? La réponse est oui, 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 oui. Dans beaucoup de cas. Donc ça, c'était la recherche, la réponse est oui. Et après, en termes de progrès, ça c'est la dimension progrès, mais en termes de faisabilité, il y avait déjà les pompes, mais qu'on réglait manuellement, et il y avait déjà la mesure continue, mais qui n'était pas couplée à la pompe. Donc la marche technologique n'était pas énorme. Voilà. Donc il y a une dimension imprévisible, on ne sait pas dans quel secteur ça va exploser, ça va bien marcher. Alors si je vous fais l'itinéraire patient, depuis ah tiens, je crois que je suis malade jusqu'à j'ai été pris en charge, voilà le domaine applicatif qu'on peut envisager. Donc d'abord, population générale, avant l'hôpital, est-ce qu'on va screener les individus en population en général? Parce que je vous ai dit, on est tous des tableaux de nombres maintenant. Alors, est-ce qu'on va faire tourner des machines qui vont dire attends, toi là, alerte, tu es en train de faire un cancer? Est-ce que c'est faisable en population générale? Technologiquement, oui. Humainement. C'est pas dissociable de Big Brother, c'est-à-dire d'une surveillance généralisée. Ensuite, si on réfléchit en termes de risque de santé publique, quels sont les principaux déterminants, mais qui écrasent tout? Sédentarité, tabac, alcool. Bon, vous avez envie de vous faire dire, vous, que vous êtes un piccolo, qu'il faut que vous arrêtiez de fumer et que là, c'est bien gentil d'être assis, mais il faudra aller bouger. Il y a une question par rapport à la liberté à un moment donné aussi. Ça, c'est une question générale au dépistage. Et donc, en population générale, si on applique ça sans demander l'avis des gens s'ils sont d'accord de se faire dépister, c'est un problème de surveillance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun avenir pour l'IA dans la prévention. Ah non, je ne crois pas ça du tout. Mais je crois que les cadres sont à bien réfléchir. D'abord, pas descendre en dessous de certaines granularités, c'est-à-dire on ne doit pas descendre en dessous de groupes de, par exemple, 20-30
individu, parce que sinon, si on va à l'individu en population générale, c'est vraiment des problèmes, et ça pose des problèmes éthiques. Et puis après, il peut y avoir des endroits, comme si on va chez son généraliste, par exemple, parce qu'on a voilà, le généraliste peut proposer est-ce que vous voulez vous faire dépister globalement pour les risques de santé. Et la machine, à ce moment-là, vous screen et vous avez pu dire oui ou non, ou je ne veux pas être dépisté. Donc voilà, je pense qu'il y a évidemment un énorme potentiel de développement de l'IA pour la prévention, mais ce n'est pas si trivial par rapport aux problématiques éthiques et on va dire de réflexion sur la liberté, sur la confidentialité, sur le fait de ne pas être surveillé. Alors après, il y a tout l'aléa aussi, là, effectivement, l'incertitude du devenir des gens. Effectivement, tout ça, c'est probabilistique. Et ce qui est vrai sur une population avec une statistique est faux pour un individu, parce que pour un individu, c'est tout ou rien. Il va être malade ou il ne va pas être malade. Alors que dans la population, c'est 38,33% de sur-risque. Bon, voilà, tout ça, c'est des questions qui sont pas anodines, enfin pas simples. Et puis après, donc il y a aujourd'hui, jusqu'à présent, on googlisait, hein, j'ai ça, et voilà. Bah, maintenant, on chat GPTise, hein, c'est-à-dire que, et là, la machine va dire, bon, bah, il faut que tu as une tumeur rare de la surrénale, moi je travaille dans ce domaine, bon, bah, il faut que tu ailles voir à Cochin. C'est ce qu'a dit ChatGPT, j'ai pas triché, hein. Donc il a raison, il faut l'utiliser. Et ben la vraie question, c'est qui a dit derrière qu'il fallait aller à Cochin? C'est-à-dire qu'en en fait, on a une possibilité là de manipuler l'information qui est énorme. Parce que et alors on peut aujourd'hui demander à ChatGPT, mais d'où tu sors tes sources? Il va nous dire, ben, j'ai trouvé ça, centre de. Voilà. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est qu'on ne maîtrise plus la com. C'est qu'il faut bavarder sur Internet pour exister, pour être chopé par les machines, et ensuite, voilà. Est-ce que c'est notre job? Bon, moi, perso, j'aime pas. Et après, il se trouve que c'est quand même aujourd'hui un élément, voilà, qui fait réfléchir. Et puis donc, je vous ai parlé brièvement de l'automédecine, avec derrière le charlatanisme, c'est-à-dire qui a toujours existé, mais là, qui va exploser, ou qui a déjà explosé, à l'ère du numérique et de cette espèce de sensation d'empowerment des individus qui est très à la mode, et qui n'est pas que mauvais, hein. Mais où on se dit, bon, ben, ils sont gentils, les docteurs, mais pas besoin d'eux. Quand vous avez une fuite, là, chez vous, là, tout à l'heure, vous rentrez, le lavabo, il fuit, vous faites quoi? Vous allez sur YouTube, vous regardez comment je change le joint. Plombier, pas besoin. C'était le plombier, hein. Docteur, pareil. Donc voilà, ça, et derrière, vous voyez bien la porte ouverte potentiellement à vous vendre n'importe quoi, vous faire croire n'importe quoi, et vous embarquer vers des situations qui vont être potentiellement dangereuses. Alors ensuite, quand on arrive à l'hôpital, aujourd'hui technologiquement, bah, je pense que vous en êtes convaincus, tout le monde ou dans un cabinet de soins. Aujourd'hui, plein de cabinets en France, le médecin maintenant parle au patient, et c'est tout. Et c'est tout. Et la machine a entendu, a retranscrit le compte-rendu, a fait les ordonnances, et tenez, voilà, attendez avant de partir, prenez vos ordonnances. Ouais, en France, ça existe. Dans beaucoup de cabinets en ville. Et par une technologie, parce que les machines arrivent bien à retranscrire, c'est assez codifié, standardisé, on va parler des antécédents, etc. Donc la machine va mettre à jour le dossier, et vous avez besoin d'ordonnance, oui, oui, ah oui, oui, ah oui, ordonnance, donc imprimé. Ça marche bien, ça marche bien. Alors quelles sont les difficultés aujourd'hui? Vous prenez n'importe quel téléphone, là, je parle, je lui dis, fais-moi ça, il va le faire. Alors l'enjeu aujourd'hui, il est là, il est sur le fait que vous êtes dans votre cabinet, il faut envoyer ça dans un cloud. Cloud, c'est où? Aux États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est l'enjeu. Et c'est un enjeu sécuritaire aussi qui est normé en France, hein, extrêmement normé. On n'a pas le droit. Dans bien des cas, on n'a pas le droit. Donc aujourd'hui, si ça émerge pas aussi vite que ça dans tous les cabinets, c'est parce qu'on n'a pas le droit. Et donc pour avoir le droit, le ticket d'entrée est très cher. Donc il y a quand même des cabinets qui ont réussi à franchir ce pas, des compagnies en France, je ne veux pas faire de pub, qui sont en train de proposer des solutions qui sont compatibles avec les lois françaises, notamment pour cet envoi des données qui sont hautement confidentielles, parce que vous êtes en train de raconter des choses, des secrets. Voilà, et comment on fait pour que les tuyaux soient sécurisés et que ça ne bave pas et ce soit pas. Voilà. Et donc ça se met en place. Et la responsabilité du médecin, aujourd'hui, elle est entière. Mais là aussi, elle est entière. C'est le médecin qui est responsable. Mais là aussi, on va voir si on trompe l'œil. Parce que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Parce qu'on peut même vous reprocher de ne pas avoir utilisé l'IA, à l'inverse.
Parce qu'elle faisait tellement mieux, on ne vous a pas donné accès à un progrès, on a une obligation de moyens. Si, on a aujourd'hui une obligation de moyens. Donc s'il y a une techno qui est meilleure que l'autre et qu'on ne vous l'a pas proposée, c'est une faute. Donc la navigation, elle peut pas être caricaturale. Voilà, si le patient il a dit je veux pas, moi j'ai eu le cas encore cette semaine. Vous faites quoi quand quelqu'un a un bilan catastrophique, vous lui dites là il faut pas partir, il faut rester. Il dit non, je veux pas. Vous faites quoi? Deux options. La procédure légale, sortie contre avis, vous faites venir, voilà, vous êtes un méchant, vous partez. Et puis l'alternative, vous dites bon, c'est pas raisonnable, vous signez le bon de sortie et vous dites je vous appelle demain. Ça c'est la version humaine. Vous prenez des risques à faire la version humaine, hein. Ouais. Mais au moins vous n'avez pas perdu le contact. Alors ensuite, le dossier médical, je vais passer, ça je passe aussi. L'imagerie à l'ère de l'IA. Donc je vous ai dit, les machines, elles voient les images, mais les machines, quand vous faites un scan, elles vont faire plein d'autres choses. Elles vont segmenter, c'est-à-dire regarder la partie de l'image où il faut mettre le focus. Ça, vraiment, c'est pas trivial du tout. Où est le foie? Le contourner en temps réel, je fais une écho, en temps réel, le foie est là et la machine, elle sait où est le foie. Et ça, c'est la segmentation. La machine va faire toute la paperasse, comme je vous ai dit, donner le rendez-vous, faire les machins. Et puis, donc, tout ça va être intégré dans une seule solution. Ça, c'est l'imagerie moderne à l'époque de l'IA pour toutes les modalités d'imagerie. On a parlé brièvement de la chirurgie, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Sachez que l'anesthésie aussi est une tour de contrôle maintenant, c'est-à-dire tout ce qui est injecté, piloté, monitoré, couplé aux paramètres du patient, tout est enregistré. Et donc le bloc opératoire se transforme en une espèce de grand laboratoire numérique, voilà, où tous les gestes sont enregistrés, les robots rentrent, et ça va très vite. Ça va très vite. C'est couplé à des machines, ouais. Voilà, avec des microfluidiques aussi, il y a des progrès incroyables. C'est-à-dire que avant, le volume du tuyau, vous n'avez peut-être pas pensé à ça, mais voilà, le cœur s'arrête vite ou ralentit. Il faut vite mettre un produit qui fait accélérer le cœur. Bah, le volume du tuyau fait que le produit très puissant, il va être dilué. Aujourd'hui, tout est mesuré. Les microlitres qui rentrent, voilà. Donc, et ça, c'est forcément géré par des machines. C'est trop précis. Donc c'est des technicités extrêmement avancées. Et derrière ça, ce qui justifie tout ça, c'est le progrès. C'est-à-dire c'est beaucoup moins de risques. Le métier change, ouais. Voilà, le métier change. Et je pense qu'un point important, parce que finalement on est en train de faire la discussion pendant, hein, le métier change, mais une question se pose, on fait quoi quand il y a une panne de courant? C'est-à-dire, le backup, il est essentiel. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a une sous-estimation complète des plans B. C'est-à-dire de repasser en mode manuel. C'est pas assez explicité. Voilà. Et ça a beaucoup d'implications. Ça veut dire qu'il faut continuer à savoir faire de la médecine à l'ancienne. Voilà. Et le modèle des avions de l'atterrissage, il est intéressant pour ça. Et il faut bien réfléchir que si on continue à entraîner des pilotes à faire l'atterrissage manuel, ça coûte beaucoup d'argent. C'est gâché. Alors, les chirurgiens, effectivement, ils se font piquer le boulot par les radiologues notamment, qui font de plus en plus de choses, et les endoscopistes. Aujourd'hui, on peut faire, je sais plus si, je crois que c'est la sleeve gastrectomie, il y a donc la chirurgie bariatrique, on peut la faire par voie endoscopique. Je dis pas de bêtises, hein. Donc l'endoscopiste, il pique le boulot du chirurgien. Voilà. Le radiologue aussi, il pique le boulot du chirurgien. Le radiologue interventionnel, il va mettre une aiguille pour griller une métastase. C'est absolument bluffant, ce qui est techniquement faisable aujourd'hui, là où il fallait opérer avant. Donc le chirurgien, effectivement, il a moins de boulot. Et le radiologue se fait piquer son boulot pour l'interprétation des images par l'IA. Mais il s'en sort parce qu'il pique le boulot du chirurgien. Voilà. Et le chirurgien va devenir un pilote de robot. À ce stade, on ne gagne pas d'argent, en fait. On ne fait pas d'économie avec ces systèmes, mais parce que je pense que ça ne doit pas être vu comme ça, au sens où le progrès ne coûte pas moins cher, mais fait progresser. Donc il y a des secteurs où ça va coûter beaucoup moins cher, mais d'autres où ça va devenir beaucoup plus cher. Je pense que oui, c'est la même question que pour les anticancéreux, les agents qui sont hors de prix, qui sont des vrais progrès, mais qui ruinent la sécu. Pour des gains, voilà. Il y a un moment, pour répondre à cette question, pour faire très bref et direct, combien coûte une vie? C'est un raisonnement de santé publique par rapport à l'argent, qui est évidemment pas humainement entendable quand on est médecin en face de son patient. Mais pour arriver à ces chiffres-là, je pense que personne n'a la vérité, c'est hautement discutable évidemment, mais on doit raisonner, je pense, ces technologies sur ce type d'échelle. C'est-à-dire, effectivement,
des échelles de coûts et de bénéfices. Mais voilà. Et en greffant là-dessus le progrès, et qu'est-ce que veulent les gens? Donc là, moi, je passe vite là-dessus. Aujourd'hui, les tumeurs, donc ça, c'est le boulot qu'on fait nous au laboratoire. Il n'y a pas que l'examen au microscope. Même le microscope, c'est fini maintenant. Les coupes sont numérisées, et elles sont digitales. Et il y a des outils informatiques, l'anatomopathologiste qui regarde le tissu avec un ordinateur. Et puis en plus, on peut les passer à des moulinettes moléculaires où on a des lectures aujourd'hui qui ne sont pas du tout optiques, qui sont moléculaires. Et ça permet de personnaliser les traitements. Pour le suivi, il y a quand même des révolutions en cours. La pharmacovigilance, vous savez, c'est on a mis un médicament sur le marché et puis il y a des soucis. Les soucis, comment on les déclare? Ah, je suis pas bien, j'ai mal au foie. Ah bah venez, venez. Ok. Ah bah c'est peut-être lié au médicament. Déjà là-dessus, on a perdu beaucoup de cas hein, parce que bon, bah reposez-vous, ça va passer, etc. Et ensuite, bon, là j'ai un cas avec ce nouveau médicament. Bon, je vais faire une déclaration. C'est-à-dire là, dans ma vie, j'ai 2 heures à rien faire, parce que je suis médecin et que je fous rien. Du coup, je vais faire la déclaration et puis ils vont revenir vers moi et me poser plein de questions. Ça, c'est la pharmacovigilance classique. Donc c'est catastrophique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une sous-déclaration majeure. Quand vous automatisez aujourd'hui le suivi des patients, si après tout médicament, il y a un suivi en vie réelle, en temps réel, de telle personne, ah tiens, avec ce nouveau médicament, on remarque qu'il y a eu plus de consommation, par exemple, d'examens de laboratoire. Et ben ça, c'est une alerte où on n'a pas demandé à un médecin, dans son débordement déjà au quotidien, ou un soignant, de en plus faire une action qu'il n'a pas le temps de faire. Ça, on peut automatiser des détections de problèmes. Et ça, c'est un exemple de progrès qui se met en place à toute vitesse. Ça va complètement changer le suivi des patients. Et ça m'amène aussi à une question de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les recherches sont faites par des essais cliniques, typiquement, où on va comparer dans un protocole, on va tirer au sort le groupe médicaments, le groupe pas de médicaments. Donc ça, c'est l'essai classique, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité. C'est beaucoup plus important de donner à des populations, prends le cachet, on va voir ce qui se passe, et que ça inclut même le fait que le patient n'avale pas le cachet très souvent. Eh bien ça, aujourd'hui avec la technologie, on peut avoir le suivi, le devenir des patients dans leur vraie vie. Vous savez, en France, la sécurité sociale, tout ce qui est remboursé est enregistré. Et donc on a les données qui ne sont pas des données de santé médicale, c'est-à-dire il n'y a pas de diagnostic, mais toutes les transactions financières, je vais à la pharmacie acheter du Doliprane avec une ordonnance à Gambetta en sortant d'ici à 11h58, c'est enregistré. Voilà. Et sur toute la population. C'est assez unique au monde. Et donc ça permet un monitorage en temps réel de la population. Et c'est exploité. Et donc aujourd'hui là-dessus, on peut envisager, plutôt que faire des essais, comme je vous ai dit, enfin qu'on va peut-être pas complètement enlever, eh bien compléter les essais du devenir du suivi en vie réelle de la sous-population des personnes qui ont eu ce nouveau traitement. Voir quel est leur devenir sur ces métriques qui sont rudimentaires prises une par une, mais combinées sont très informatives sur la santé des gens. Voilà, donc je pense que les essais en vie réelle, ça s'appelle comme ça, c'est vraiment l'avenir parce que c'est ça qui compte en fait. Dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Pas dans l'essai thérapeutique. Donc aujourd'hui, je pense que je vous ai convaincu, les machines peuvent passer tous les examens. La connaissance théorique, elle est encodée. Si vous voulez former les jeunes à l'IA, comment vous faites? Moi, je propose qu'on enlève l'ophtalmo, parce que ça sert à rien. Ah non, pas l'ophtalmo. La gastro, ça sert à rien. Ah non, bah, la chirurgie, puisqu'il y aura plus de... Ah bah non, en fait, on peut pas, et c'est déjà plein. Comment on fait? Le programme, il est déjà plein. Si on veut la rajouter en plus, l'enseignement IA, où est-ce qu'on met? Donc ça, c'est un vrai sujet. À mon avis, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, la façon dont je vois les choses, c'est que je pense qu'il faut que les soignants continuent à être formés comme des soignants, à l'ancienne, mais qu'il faut des nouveaux métiers, de façon un peu générique, qu'on peut appeler des opérateurs d'interface. C'est-à-dire que tout IA doit être accompagné d'un professionnel qui fait l'interface entre la solution techno et le patient, entre la solution techno et le médecin, et le soignant, l'infirmière, tout le monde. Voilà. Et donc, je pense qu'on aura beaucoup plus à gagner à formaliser ça et à superviser ça, ces opérateurs, plutôt qu'à essayer d'enseigner directement aux soignants de se débrouiller avec la machine. Et c'est pas possible, pourquoi? Parce qu'en 2 ans, ce que vous avez appris ne vaut plus rien. La techno, elle va tellement vite, elle est tellement changeante, elle est tellement imprévisible
Voilà, il faut des gens dont c'est le métier. Et alors, on reprend l'exemple de la boucle fermée. Historiquement, pour les pompes à insuline, il y a toujours eu un prestataire de pompe. C'est-à-dire, souvent, c'était un infirmier qui a arrêté d'être infirmier, qui est prestataire de pompe, donc il va à la maison pour installer la pompe et qui montre comment ça marche, etc. Ben, le voilà, l'opérateur. Et quand on y pense, si vous avez dans votre cabinet médical l'outil qui enregistre tout avec de l'IA, il faut aussi un opérateur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient vous montrer, vous expliquer comment ça marche, être là s'il y a un problème, que ce ne soit pas votre business. Parce que vous êtes là pour soigner. Voilà, et je pense que ce modèle-là est un modèle d'avenir et surtout qui s'intègre de façon un peu moins négative et pessimiste que ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent sur les perspectives de nouveaux métiers. C'est-à-dire des métiers d'un niveau, on va dire, pas forcément polytechnicien pour faire de l'ingénierie, c'est pas ça la question. C'est avoir des gens du monde technique, par exemple, qu'on va certifier pour qu'ils puissent rentrer dans une structure de soins, c'est-à-dire qu'ils sachent qu'il faut se taire, qu'ils sachent la vraie vie avec un poste de soins, comment ça se passe, l'infirmière qui est fatiguée, l'ordinateur qui marche pas, qui voit en vrai. Et je pense que des BTS numériques, ils peuvent avoir cette formation pour devenir opérateurs sur des champs applicatifs où ce sera leur métier de suivre l'évolution. Donc voilà, et je pense que ça permettra de garder le soin aux soignants. Donc ça, c'est un message qui, moi, me paraît important. Oui. L'IA à la française avec Mistral qui est quand même en train d'absorber tous nos polytechniciens. Oui, et bien sûr. Et donc, c'est extrêmement important d'être souverain dans cette guerre à l'armement. Mais ce que je veux dire, dans cette guerre froide, entre guillemets, et là, c'est vraiment le domaine des polytechniciens. Ils sont là. Par contre, l'interfaçage au quotidien dans la vie de monsieur et madame tout le monde, ce n'est pas des polytechniciens qui doivent passer du temps à faire ça. Ils doivent passer du temps à designer les infras, voilà. Et on a aujourd'hui en France une richesse énorme sur ce potentiel technique, il faut l'exploiter. Mais on a besoin de grandes cohortes, à mon avis, de nouveaux métiers qui sont là pour accompagner les soignants. Mais c'est une vision que je propose, hein, qui est pas, voilà. Ouais, et aujourd'hui, en gros, une question de santé peut être transformée digitalement, donc numérique. Et donc aujourd'hui, on va vers ce système. Effectivement, c'est l'IA qui traite et l'IA qui donne la réponse. Ouais. Aujourd'hui, le professionnel de santé traite l'information et propose un soin. Aujourd'hui, il est augmenté par l'IA, mais il n'y a aucune raison, au-delà du bon sentiment, de se dire que ça va s'arrêter là. Notamment pour des questions de coût d'efficience. Sur ce sujet, je peux vous montrer ça. Est-ce que l'IA va remplacer le médecin? Je vous remonte mon exemple de boucle à insuline. Ça, c'est les 9 articles du New England qui montrent l'explosion du progrès sur cette technologie de boucle fermée pour le diabète. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous, on nous a demandé notre avis si on était d'accord que surtout maintenant, on nous demande de ne plus toucher aux glycémies. C'était notre métier. Au réglage des doses d'insuline. Donc avec ce système, surtout vous, là, les pros, vous ne touchez plus. Voilà. Est-ce qu'on nous a demandé, à votre avis? Ben non. Et est-ce que mes collègues, nous, on a réalisé qu'on s'était fait bouffer 20% de notre métier? Non. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Voilà. Et quelque part, pourquoi pas? Si c'est un progrès, c'est indéfendable de dire je veux revenir au système d'avant. Et personne ne contrôle. C'est le désordre total. Un désordre total. Personne ne contrôle ce qui se passe. Pas total, mais c'est un grand bazar. Parce que personne ne peut planifier. C'est ce que je vous disais, ça c'est vraiment important. On ne peut pas planifier. Et le monde est ouvert sur ce sujet-là. Donc vous entendrez des gens qui vont dire oui, mais nous en France, c'est faux. C'est faux. Je vous montre pourquoi c'est faux. Voilà, ça c'est une vraie histoire. C'est un monsieur qui voulait des muscles, un jeune homme. Donc il voulait de la testostérone. Qu'est-ce qu'il fait? Imaginons, en France, on a un système de santé. Donc il va voir son médecin traitant, il prend un rendez-vous chez le spécialiste, c'est moi là. Et ensuite, il y a des recommandations, il y a les agences qui vont dire ah non, mais la testo, dans ce cas-là, c'est pas interdit, c'est pas autorisé. Voilà. Ça, c'est le parcours. Ah, et peut-être il sera heureux. Il n'a pas fait ça, le monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été demandé à ChatGPT, il a commandé en ligne, 48 heures après, il avait le produit, et puis il est venu me voir quand ça avait foiré, quand au bout de quelques années, il a eu des soucis. Voilà. Et ce système, ça c'est fondamental, c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Et ce n'est pas une question d'opinion. Regardez le système. Ce système, pensez à la solution pour les locations. Vous savez qu'il fait beaucoup de bruit en ce moment. Vous pouvez réserver pour 2 nuits. Vous voulez demain aller à Milan.
Voilà, vous allez sur ce site et vous aurez une chambre, enfin, même un logement. Voilà, ça marche super bien, ça marche super bien. Vous n'êtes pas surpris, vous arrivez, il y a la clé, c'est nickel et tout. C'est génial. Est-ce qu'il y a un inspecteur là-dedans pour vérifier que le logement est bien? Est-ce qu'il y a un seul inspecteur dans ce système pour vérifier que les logements sont bien? Non. Non? Et alors pourquoi c'est bien? Parce que les humains, tout d'un coup, sont dans ils ont une révélation sur la location, qu'il fallait que quand on loue à son prochain, ce soit nickel? Non. Non, 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 non. C'est les étoiles. Les étoiles. L'expérience utilisateur derrière. Parce que si vous avez loué et que vous n'avez pas 5 étoiles, derrière, vous ne louez plus. Voilà. Donc c'est une expérience centrée sur l'expérience utilisateur. Enfin, c'est un retour basé sur... Ben, c'est exactement ce qui se passe là. Le monsieur, son LLM, il ne lui a pas dit trop de bêtises, parce que c'est quand même redoutablement performant. Le LLM, c'est ChatGPT, c'est le modèle de langue qui a encodé la connaissance. Le produit qu'il a commandé, il ne sait même pas d'où ça vient. Si le produit était vraiment trop frelaté, que ça lui donnait des boutons, ben, le produit perdait ses étoiles. Est-ce que le produit a eu des contrôles qualité sur la pharmacologie comme on fait en France? Ben non, on s'en fout, ça ne donne pas de boutons. Alors vous pourrez dire, mais ça c'est du dévoiement de la santé, de la médecine. Nous en France, on n'est pas comme ça. Ok, mais cette solution, la puissance des étoiles, même pour l'agence de location, c'est qu'elle n'est pas française, elle est mondiale. Elle est mondiale. Et la moitié de l'humanité n'a pas de médecin. Donc la moitié de l'humanité a ce système, c'est mieux que rien du tout. Donc si nous on est contre, ce qui se passe, c'est que la moitié de l'humanité va le développer, ça va devenir aussi, voire plus performant dans plein de domaines que le soignant classique, à un coût 1000, 10 000, 1 million de fois inférieur, et donc qu'est-ce qui va se passer? On va se faire bouffer avec ces technos. Donc c'est pas le raisonnement de dire j'interdis, il est pas éthique en fait, parce que forcément ça nous a servi par rapport aux autres qui vont le faire. Parce que c'est le monde entier, toutes les solutions, toutes les startups, toutes les entreprises aujourd'hui qui jouent dans ce domaine jouent tout de suite à l'échelle mondiale. Les pépites françaises, là, pour traiter les images du cancer du sein, etc., ou d'interpréter les radios, ont le souci du système de santé en Argentine. Parce que sinon, ils meurent. Voilà. Et donc, ce système-là, basé sur l'expérience utilisateur, s'oppose à un système centré sur notre système, centré sur la qualité. Nous, on est certifiés. On passe notre temps à faire des... Voilà. Et donc, il y a un moment, la certification... Oui, oui, non, mais c'est un sujet qui est un peu général. Et moi, je n'ai pas de solution. Il faut probablement un peu des deux, un peu plus de fluidité, mais il faut aussi écouter l'expérience utilisateur, parce qu'il y a un moment, de toute façon, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe sur la santé mentale, c'est ce qui se passe sur le dopage, c'est ce qui se passe sur la pathologie pas grave. Non, 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 il ne faut pas tout jeter. Encore une fois, c'est beaucoup plus nuancé parce qu'il y a plein de secteurs dans la santé mentale. Mais il se trouve qu'effectivement, les troubles de l'humeur sont très fréquents. Et donc, les gens qui ne se sentent pas bien aujourd'hui n'ont pas accès ou n'osent pas. Des fois, sont plus confiants pour parler à une machine qu'à un humain. Ouais. Et si vous raisonnez à l'échelle de l'humanité, la psychiatrie n'existe pas dans la moitié des pays. En tout cas, ça, ce schéma, cette vision, elle est importante parce que je pense qu'il faut qu'on raisonne, qu'on s'organise par rapport à cette dualité de ce qui se passe. Et parce que finalement, si on veut conclure là-dessus, ah oui, je vous dis un petit mot aussi, l'empathie. Les robots sont capables de faire de l'empathie aujourd'hui. Et quand vous interrogez les patients, ils sont plus contents des échanges qu'ils ont eus avec la machine qu'avec le médecin qui n'avait pas le temps. Voilà, ça s'encode aussi, l'empathie. Et c'est de la fausse empathie, vous allez dire. Et ce qu'il faut voir en plus, dans ce système, je reviens à ce système-là, et ça rejoint à votre question, là-dessus, il y a de l'empowerment, en fait. C'est-à-dire l'idée qu'on est rationnel, qu'on domine, qu'on est capable, nous, avec nos robots, là, d'avoir demandé quel médicament je vais prendre, de le commander. C'est interdit en France. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on commande en dehors de la France. Les colis, ils ne sont pas tous contrôlés. Voilà. Donc, interdire en France, opérationnellement, ça n'empêche pas les personnes de commander à l'étranger. Ben, l'empathie, c'est des machines qui vont être très à l'écoute. Si vous utilisez le ChatGPT, vous allez être surpris par la disposition très empathique de la machine. C'est programmé comme ça.
Et en santé, ça a été optimisé pour des situations de souffrance, où ça a été, on a dit, pose bien les questions là-dessus et tout ça. Juste pour finir là-dessus, sur l'empowerment, la question qu'il faut se poser, c'est, encore une fois, je pense que ce qui est très exposé, c'est la pagravologie, c'est-à-dire toutes les pathologies, parce que finalement, se faire gonfler les muscles, on n'est pas très malade, ça va. Si vous avez un gros cancer où vous savez que c'est très grave, vous n'allez pas jouer à ChatGPT. Si, pour demander un deuxième avis, voilà, mais vous allez y voir le docteur, le vrai. Par contre, la question qui se pose quand on va vers là, c'est jusqu'où on est rationnel pour soi-même. Parce que c'est bien gentil l'empowerment, mais est-ce que si vous savez que vous êtes malade, ou si votre santé mentale n'est pas bonne, est-ce que vous êtes rationnel? Pour la santé mentale, j'ai la réponse, par définition, non. Et pour sa propre santé, quand on commence à avoir peur, est-ce on fait les bons choix pour soi-même? Ensuite, si on va plus loin, si on est dans une perspective, parce qu'on n'est pas le bon Dieu hein, dans le système de soins, même les ordinateurs ne sont pas le bon Dieu, si ça va foirer, si ça ne marche pas, si les résultats sont mauvais, on fait comment? S'il y a un diagnostic terrible à annoncer, c'est la machine qui le dit directement. Voilà. Eh bien, les personnes qui revendiquent l'empowerment balayent ça. Et après, c'est des questions qui vont toucher des sujets très, très populaires en ce moment, comme la fin de vie ou l'euthanasie. C'est-à-dire, le concept d'empowerment, il est. C'est pas la vraie vie quand on souffre. Je vais donner l'exemple d'une collègue américaine. Depuis 5 ans, elle souffre de terribles maux de tête, de douleurs, etc. Elle a vu je ne sais combien de médecins. Personne ne trouvait. Elle a rentré toutes ses données d'examen sur ChatGPT. En une demi-journée, il y a eu un diagnostic qui a été fait. Elle est retournée voir son médecin. Il l'a regardé. Il a dit c'est juste, c'est ça. Donc c'est assez incroyable, c'est assez bluffant. Voilà, une demi-journée pour avoir. Alors elle voyait, tout était découpé, c'est-à-dire qu'en fait c'était en silo. La difficulté, c'est qu'elle voit un spécialiste de ça, un spécialiste de ça, un autre d'un autre domaine, et qu'il n'y avait jamais les liens qui étaient faits entre les différents domaines. Enfin voilà, je trouve que c'était intéressant comme exemple. C'est totalement vrai. Maintenant, de plus en plus de personnes font ça. Des fois, ça mène à des fausses croyances aussi, c'est-à-dire des faux diagnostics. Mais moi, je travaille pas mal dans les maladies rares et beaucoup de personnes ont été diagnostiquées. C'est vraiment un des sujets dans les maladies rares, être diagnostiquées. Parce que comme c'est rare, on n'y pense pas. Et beaucoup de personnes atteintes de maladies rares ont été diagnostiquées grâce à ces outils informatiques. Ça a commencé avec Google, hein, avec les moteurs de recherche. Et avec ChatGPT, ça va encore plus loin. Mais effectivement, il y a les fausses croyances. Cet exemple, il est simple au sens où, cognitivement, au sens où il y a une question, c'est qu'est-ce que j'ai? Mais la santé, c'est pas qu'est-ce que j'ai, c'est qu'est-ce que j'ai. Mais en même temps, je dois aller chercher ma fille à l'école. Puis après, oui, mais j'ai aussi cette maladie. Et puis voilà, et puis c'est un combo. Ah, et demain, il y a la grève de la CGT, il n'y a pas de train, donc la chimio, ça va être compliqué. Voilà, c'est ça la santé, en vrai. C'est-à-dire, c'est un ensemble de paramètres où vous avez des leviers avec des actions, c'est un peu comme la politique, entre guillemets, des actions plus ou moins fortes, enfin, ce qu'on peut en croire. Et la question, c'est quels sont tous ces leviers? Ça, les machines font bien pour énumérer tous les leviers qu'on a. Quand on demande la force d'effet d'un levier, là, les machines, elles commencent déjà un peu plus à être pas au rendez-vous. Et après, le vrai secret, c'est la hiérarchie. Par quoi je commence? Là, les machines sont larges. Et ça, pendant encore longtemps, ça va rester, à mon avis, l'expertise des vrais professionnels. Parce qu'on a l'expérience. Et puis, à la limite, quand on commence à aller sur ce sujet-là, si je raisonne en scientifique, parce que je suis aussi un petit peu scientifique, quelle est la valeur de ce que je vais dire scientifiquement? La reproductibilité, si on demande à un de mes collègues de choisir quand on est à ces niveaux-là, elle devient très mauvaise. Mais sauf qu'il y a un autre élément qui prend le relais, qui est l'autorité et la confiance. Et ça fait partie du soin. Quand ça merdoie, docteur, je vous fais confiance. Et ça, les machines ne peuvent pas donner ça. Et c'est une dimension humaine qui est, à mon avis, là, pour le coup, très sincère, beaucoup plus que l'empathie. Parce que ça, on ne peut pas l'encoder. Enfin, pour l'instant. Alors, je vais juste finir pour dire que je pense qu'il faut quand même un vernissage, entre guillemets, de connaissances. C'est vraiment important dans tout ce que je vous ai raconté pour tous les professionnels. Nous, on a un diplôme universitaire pour ça, où on se forme un peu dans un esprit executive MBA, c'est-à-dire les robots pour lire les images. Eh bien, ça va être 3 heures. 1 heure, comment fait une machine pour lire une image? L'aspect technique vulgarisé. Ensuite, 1 heure applicative, la start-up qui dépiste le cancer du sein, comment ils ont monté leur système, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire, etc. Et puis, troisième partie, légale ou entrepreneuriat, c'est si la machine se trompe qui est responsable. Et ça, c'est les blocs qu'on fait sur chaque aspect de l'IA.
Et puis après, on fait des TD et TP. Notre objectif, c'est une question typique. Vous êtes un fonds d'investissement, voilà le sujet. Vous devez investir dans une start-up. Alors, vous allez travailler en groupe. Premier groupe, quelle solution technique vous privilégiez pour aborder cette question de dépister le cancer du sein? Voilà. Deuxième question, comment vous designez votre essai thérapeutique pour valider la solution? Troisième question, le business model, etc. Et alors, le secret, ce n'est pas tellement les questions et les sujets, c'est que nos groupes, on les magouille. Nous, on dirige qui va avec qui. Et nos étudiants sont des trois jambes. Il y a des gens de la tech, des gens du soin et des gens des agences, juristes, etc. Et le but de ces groupes, c'est qu'on va mettre ensemble l'avocat avec le mathématicien et avec le soignant. Et donc, on va lui dire, bon, bah là, la méthode, ça va être une régression. Le matheux, il dit, mais tout le monde sait ce que c'est qu'une régression. Le médecin, comme moi, il croit savoir, mais en fait, il ne sait pas vraiment. Et l'avocat, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, qu'est-ce que je fous là? Et donc ensuite, après le TD, ils ont réussi à se parler et à découvrir leur ignorance, en fait. Parce qu'au départ, ils ne savent même pas qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire que dans la construction de l'interdisciplinarité, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on ne va pas devenir expert en maths quand on est juriste, mais on va réaliser qu'il existe un domaine des mathématiques qui s'appelle le domaine des régressions, que c'est un monde très complexe et qu'il y a des pros. Donc ça y est, on a créé la case. Donc on peut parler avec le matheux, ça y est. Avant, on ne pouvait pas, parce qu'on ne se comprenait pas. Et après, c'est pas que involontaire, hein. C'est aussi volontaire parce qu'on a chacun nos précarés et on se fait valoir sur notre expertise. Quand vous faites un contrat d'assurance avec les 20 alinéas, si vous n'êtes pas avocat, c'est mort. Vous ne pourrez pas le maîtriser. Je finis avec ça. C'est une question qu'il y a eu sur la vision holistique du médecin. Vous arrivez chez le docteur, vous avez mal à l'orteil. Vous avez dans votre tête par la conviction que si j'ai un cancer très grave, il va me le dire. Vous ne pensez pas à ça, vous avez juste mal à l'orteil. Mais il sait tout voir, le médecin. Il sait voir quand... et puis si finalement, en fait, je suis en dépression et que en fait, c'est ça qui fait que j'ai mal, il va le voir. Il voit tout, le médecin. Il a cette connaissance magique, entre guillemets. Et ce n'est pas complètement faux. Ils savent, les docteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu beaucoup de gens qui avaient des cancers graves, parce qu'ils ont vu beaucoup de gens qui avaient ci ou ça. Et donc, ils disent, ah bah non, là, votre tête, c'est pas ça. Hein. C'est pas la tête de... Ah, mais... Ou alors, au contraire, ça me fait penser à quand même, notamment les situations fréquentes. Alors, imaginez un monde où, de plus en plus, le soin est délégué aux machines. C'est-à-dire que, finalement, on voit moins de patients. Parce que les machines traitent beaucoup de cas. Qu'est-ce qu'il va faire, le médecin? Il ne saura plus. Il ne saura plus. Et donc, par rapport à ça, j'ai mal à l'orteil, est-ce que c'est grave? Alors, votre orteil, on va faire une radio, voilà. Mais il n'y aura plus cette dimension globale. Parce qu'il n'y aura plus cette expérience du soin. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et quand on dit, bon, les machines vont augmenter, les humains ne vont pas les remplacer, ça veut dire que le médecin, il sait. Mais s'il ne sait plus, il ne pourra plus superviser la machine. Et alors, derrière ça, l'empathie. Est-ce que vous pensez que l'empathie est dissociable de la compétence technique? C'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment naze, mais très sympa, en tant que docteur, est-ce que c'est mieux qu'un docteur qui est vraiment pas gentil du tout, mais qui est hyper bon? Qu'est-ce que vous choisissez si vous avez une maladie grave? Voilà, et c'est une vraie question. L'empathie n'est pas dissociable de la compétence, parce que c'est vraiment pas entendable qu'on soit nul, techniquement. Et donc, par rapport à ça, se faire bouffer les métiers, comme là, je vous ai donné l'exemple de on ne fait plus les glycémies, ça pose cette question de la position du soignant plus tard. C'est-à-dire comment on va garder encore cette expertise, ce travail. Quand on a été formé à l'ancienne, on voyait des malades, ça c'est resté gravé. On sait ensuite activer ces leviers, les hiérarchiser, etc. Parce qu'on a vu. Comme les réseaux de neurones ont vu. Mais nous, c'est notre réseau de neurones à nous. Et là, aujourd'hui, entre autres à cause du numérique, mais pas que, l'expérience chute. Voilà. Et derrière, on va vers un monde qui sera effectivement plus en silo, plus cloisonné, moins holistique. Et à mon avis, on perdra dans la bataille. Mais voilà. Donc, je vais conclure juste pour vous dire que ce n'est pas un choix, tout ça. Et ensuite, que ce n'est pas planifiable. Et après, que nos seules options, c'est que il faut être dedans. C'est la moins mauvaise solution. Et avec le bénéfice évident des progrès, parce qu'il y a quand même énormément de progrès. Et puis, si on est dedans, c'est la seule façon où on pourra faire valoir à peu près nos valeurs, c'est-à-dire dire si Mistral est capable, effectivement, de façon autonome, entre guillemets, souveraine,
de contrer les prestations des moteurs de Ferrari, non pas italiens mais américains, eh bien peut-être qu'on pourra à ce moment-là se défendre. Mais sinon, non. Voilà.